Alors, bonjour Laurence. Oui, bonjour. Alors, je vais vous mettre là. Il y a Georges qui euh, va être là aussi. Donc, vous êtes délégué syndical dans la grande distribution, C'est ça. dans une zone rurale où, de ce que j'ai compris, votre supermarché est le seul, plus ou moins le seul acteur économique qui reste, puisqu'il y a quasiment plus de services publics, il n'y a quasiment plus rien. Donc, ce que m'a dit dans la fiche qu'on m'a préparée. Donc, vous me couperez si j'ai tort. Et donc, vous êtes là pour nous parler un peu justement de conditions de travail, de la logique de la grande distribution aussi, de comment on pourrait la réinventer, qu'est-ce qui va pas, et ben justement dans ces milieux ruraux, parce que les, on va dire pour nous, méchants parisiens, on ne se rend pas forcément compte de cette logique-là dans le reste de la France. Donc, c'est important aussi d'expliquer, il y a des coins en France où le seul lien social, ça va être d'aller justement au supermarché, parce que c'est là où on va rencontrer des gens parce qu'il n'y a plus rien. Donc, Quand même, bon, je me situe pour situer à peu près, je me situe à Revel, entre Toulouse, on va dire, grande ville, et plus loin dans le sud, on va dire la plus grosse ville, Béziers. Donc, quand même, hormis la grande distribution, ce qui fait vivre quand même Revel, c'est le groupe Nutrition et Santé, qui est très, 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 très grand dans la ville quand même. Voilà, la Nutrition et Santé, les produits gerblés, pour ne pas les citer. Voilà. Après, effectivement, le syndicalisme, que l'on soit dans une zone rurale ou dans une grande ville, la complexité, c'est qu'en fait, quand on est dans une petite ville comme la nôtre, où on est pas loin de 10 000 habitants, c'est l'isolement. À Toulouse, c'est déjà énorme la ville et on est plus près des comment on appelle ça, des unions départementales. Il y a davantage de monde pour nous renseigner. Là, c'est vrai que quand on est isolé, c'est un peu plus compliqué. Donc, il ne faut pas avoir peur de se déplacer, de se renseigner. Et après, tout fonctionne comme ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de cet isolement. Si par soi-même on reste renfermé, effectivement, c'est le chaos total. Il faut aller de l'avant et il ne faut pas avoir peur de se faire passer pour le méchant. Voilà, parce que dans la grande distribution, effectivement, quand on est syndiqué et que, alors, je vais dire que rectifier certaines paroles de gens, on n'est pas contre le patronat, on est pour les droits des salariés. Voilà. C'est pas une bataille comme il se passe à l'heure actuelle dans mon entreprise. Je parle de mon entreprise et je pense que c'est dans les autres partout pareil. Dans notre entreprise, c'est Laurence, c'est la méchante, elle fout la merde. Grosso modo, je vais parler un peu vulgairement. Je suis pas contre le patron. Je suis pour la préservation de nos droits. Et nos droits, à l'heure actuelle, ils sont en train de se barrer. Pourquoi? Parce que les gens ont peur, sont devenus individualistes et se regardent leur propre nombril et ne regardent pas le reste. Voilà. Si je peux me permettre, Laurence, félicitations. Merci. Pour ce combat, parce que, comme beaucoup le savent, les syndicats en ce moment n'ont pas vraiment le vent dans le dos. C'est plutôt... c'est un peu d'ailleurs comme les partis politiques, ça s'effondre. Ouais. Beaucoup moins militants, et donc c'est difficile d'être délégué syndical. Il y en a beaucoup qui, parce que c'est la propagande, qui disent de vous que c'est des gens foutres, ils ont des délégations de syndicats, donc ils travaillent moins. Et puis le jour où on a un problème, et voilà. Les enfants, des tableaux horaires qui collent pas avec la vie de famille, des salaires, des trucs, il n'y a pas grand monde à part le délégué syndical pour venir en aide. Donc évidemment, il y a des gens foutres partout, ça c'est sûr, mais en général, voilà, c'est pas une bonne chose quand il n'y a pas de syndicat. Non. Et donc félicitations pour votre courage, parce que ça... Il en faut, je ne dis pas que c'est simple, puisque j'ai plus de 20 ans de syndicalisme quand même derrière moi. On en apprend tous les jours, les lois changent. Mais c'est un combat à mener, parce que si on ne fait rien, de toute manière,
Voilà quoi. Nos droits, de toute manière, dans tout, que ce soit dans la grande distribution, je vois dans les services publics, c'est pareil. Tout est en train de dégringoler, tout est en train de partir et il faut réagir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, s'il n'y a pas de délégués, tout fout le camp. Moi, je suis pas délégué syndical pour avoir des heures de délégation, parce qu'en plus, grosso modo, il y en a beaucoup qui vous disent on vous paye les heures de délégation. Moi, je suis désolé, elles sont pas payées chez moi. Donc voilà. Et puis, surtout dans la grande distribution, être délégué syndical, c'est pas le meilleur plan de carrière. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'alors là, on est stoppé net, hein, je vais vous dire. Hein. Voilà, j'ai atteint, alors je suis rentré en employé commercial, on va dire au niveau 2. J'ai atteint le grade d'agent de maîtrise et stop. Il n'y a plus d'évolution de carrière, c'est plus possible. Hein. Donc voilà. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution dans la grande distribution, ben alors là, moi c'est fini. Et bon, moi c'est pas ça que je vise. À la limite, je m'en fous. Moi c'est vraiment faire respecter les droits des salariés aujourd'hui. Ça part en cacahuète. On utilise, tout le monde vous dit travailler plus pour gagner plus, c'est pas vrai. On travaille plus, on gagne moins. Bon voilà, on a des droits, il faut les faire respecter et il faut se battre, il faut aller de l'avant, il faut pas avoir peur. Un patron, c'est un patron. Il a choisi d'être patron. Moi, j'ai choisi d'être ouvrier ou d'être employé. Point barre. Mais tout le monde, on a des droits et des devoirs et les droits des salariés en ce moment, ils sont pas respectés. Alors, dites-moi, parce que, alors, on va reparler des droits, du travail. Et puis on va le faire, mais on va le refaire, le parallèle, parce qu'il parle souvent du droit du travail qui est très gros, mais les traités de libre-échange, ils font 50 000 pages et ils s'attaquent beaucoup au droit du travail. On va en reparler. Alors avant de parler du droit du travail, je vais revenir sur la situation justement dans la grande distribution, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a eu Carrefour, il y a eu beaucoup d'affrontements à Carrefour, beaucoup de licenciements, alors que les bénéfices massifs étaient là pour les actionnaire. Là, en ce moment, on a le cas de Auchan, avec quasiment 2400 licenciements annoncés, avec des fermetures de grandes surfaces. Mais là aussi, avec des bénéfices pour les actionnaires. Enfin, il n'y a pas d'actionnaires parce que c'est la famille Muliez, mais des bénéfices pour la famille Muliez. Et même hier, on en a parlé, Michel Barnier, le Premier ministre, s'est rendu compte qu'ils avaient reçu de l'argent public et demandé où est parti l'argent public. Bon, alors il y a ça, donc ça va être très très tendu pour vous. Et puis il y a aussi la pression à laquelle on ne résiste pas trop, nous en tant que citoyens, c'est de remplacer en tout cas les caissiers et les caissières par des trucs où c'est les clients qui font eux-mêmes type là. Voilà, on prend du temps sur nous, mais c'est en fait du temps volé de travail qui permet de licencier des gens concrètement. Comment vous combattez contre ça là ? Alors, il y a le pour et il y a le contre. Il faut relativiser certaines choses. On vous dit que effectivement les caisses automatiques c'est la suppression d'emplois. Il faut savoir que quand même, alors oui effectivement les caisses automatiques marchent par deux. Donc vous ne pouvez pas avoir qu'une seule caisse automatique. Il y en a forcément deux dans votre magasin, celui qui pense à implanter. Il y a le fait que ces caisses automatiques, il faut l'humain derrière. S'il n'y a pas l'humain, la caisse automatique, elle plante. Elle n'est pas paf. Il y a des prix qui passent pas, il y a les machines qui se bloquent. Vous avez quand même de l'humain. Pour moi, ça n'a pas fait que supprimer de l'emploi. Sur certaines zones, ça en a créé parce qu'il n'y avait pas les employés suffisamment pour gérer les caisses automatiques. Donc, on peut dire que ça a créé un petit peu d'emploi. Effectivement, votre magasin, s'il passe à 100% de caisses automatiques, de toute manière, il y aura des personnes, il y aura de l'humain. Merci pour la correction, parce que je disais une bêtise. Donc. Pourquoi ? Non, mais merci, parce que vous dites... c'est pas qu'une perte d'emploi, en fait. Non, c'est pas qu'une perte d'emploi. Alors, ça va pas en créer 50 000 d'emplois, mais ça va en créer quand même un petit peu. Voilà. Oui, parce que franchement, on voit les gens sont qu'à dégourdis pour scanner, généralement. Oui. Après, je vais vous dire, alors, il y a le pour, il y a le contre. C'est pas parce que je suis délégué du personnel, mais j'utilise les caisses automatiques. Parce que c'est la rapidité. Quand vous n'avez que, on va dire, 5 articles, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger entre midi et 2, que vous voyez que les caisses sont bondées, qu'est-ce que vous faites ?
Vous avez besoin de vous restaurer. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas le laisser là, ciao, je m'en vais parce qu'il y a trop de monde. Passez aux caisses automatiques. Ça fait gagner du temps. Il n'y a pas que de la suppression d'emplois. Il faut voir aussi le bon côté des choses. Ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps de se restaurer entre midi et deux. Et voilà, j'ai une baguette, j'ai un sandwich, j'ai une bouteille d'eau, je passe à la caisse automatique. Je fais pas le boulot de l'employé qui est consacré à cette tâche. C'est pour me permettre à moi, en tant que citoyen, de pouvoir passer plus vite en caisse, en fait. Oui, c'est moi qui scanne mon produit, oui, mais alors, il est où le problème? Vous remplacez pas l'employé qui est à côté, qui encaisse. C'est aussi, c'est pour nous rendre service, en fait, aussi. En tant que citoyen de tous les jours, je suis désolée, moi, une caisse automatique me rend service. Alors aujourd'hui, malheureusement, on perd, effectivement, on parle pas à une machine, c'est pour gagner du temps, mais quand on passe à une hôtesse de caisse ou à une hôte de caisse, on aime discuter, on aime échanger, surtout chez nous, en milieu rural, dans les grandes villes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, on aime discuter du voisin. Oh, il s'est passé ça, et t'as vu mes tomates, moi je les ai réussi. Toi, cette année, tu les as pas réussi. Ok, mais aujourd'hui, le patron, il veut plus de ça. Il veut plus que le client il discute avec son employé, quoi. Parce qu'il y a une perte de temps, vous passez pas vos articles, je sais pas combien à la minute. Voilà. Alors, les hôtesses de caisse aujourd'hui, elles ont pour ordre de moins discuter avec le client et de passer les articles. On n'est pas chez Lidl parce que bon, chez Lidl c'est comme ça. On passe le plus d'articles possible parce que à croire que à la fin du mois on va avoir 200 € de plus parce qu'on aura passé 50 000 articles. Mais voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a des vidéos drôles comme ça sur les réseaux sociaux de la vitesse des caissières Lidl où en fait le temps que tu mettes sur le tapis, tout est déjà jeté. C'est ça. C'est ça. Pourquoi vous avez pas remarqué dans les hard discount pourquoi les caisses derrière sont rétrécies? Non. Eh ben voilà, parce que vous êtes obligé d'emballer vite vos courses dans le panier. Oui, ouais, parce qu'en fait, en laissant moins oui, parce qu'effectivement, c'est toujours très stressant parce si on n'est pas deux, quand on met sur le tapis, voilà. Et ça arrive et après, en plus, généralement, là, on voit la personne qui attend parce qu'elle a déjà mis la machine pour que vous payiez. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est le rendement. Alors aujourd'hui, la politique, c'est rendement. Il y a plus de relations, il y a plus de relations. Alors dans le milieu rural, on essaye au maximum de le conserver, ça. Voilà, on aime aller discuter de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé, de la pluie, du beau temps, voilà. Mais aujourd'hui, le patron il veut plus de ça. C'est du rendement. Alors à un moment donné, stop. On est des humains et on a besoin de ça aussi. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me rappelle une histoire qui s'était passée chez Amazon. Amazon, justement, était dans cette logique de rendement et donc avait optimisé dans les entrepôts les trajets des salariés pour que les salariés ne se croisent plus parce qu'ils s'étaient rendu compte que quand les salariés se croisaient, ils se discutaient et donc ça posait un problème. Et d'un seul coup, le moral au travail a descendu. Pourquoi? Parce que quand Jérôme passait dans tel couloir, en fait, il passait pour voir Béatrice ou je ne sais pas qui et lui taper la discute et c'est ce qui faisait son bonheur. Et que comme ils ont empêché les gens de se croiser, les gens d'un seul coup devenaient dépressifs et la productivité paradoxalement a baissé parce que les gens étaient pas malheureux de venir travailler parce que on le dise, le travail c'est aussi un lien social. Donc si on déshumanise le travail, qu'on n'a plus le droit de dire bonjour, au revoir et pouvoir perdre 30 secondes ou une minute de sa vie, dans ces cas-là, autant mettre des robots de caisse, ça sert plus à rien d'avoir des humains. Voilà. Mais voilà, après, pour revenir justement aux caisses automatiques, moi, je ne le vois pas comme une suppression d'emploi. Je le vois comme un service qu'on rend quand même à la clientèle, les gens qui sont pressés. Voilà. Il faut pas le voir autrement. Après, effectivement, ça peut être détourné autrement. On peut faire un magasin que de caisses automatiques, mais il y aura toujours l'humain derrière. La caisse automatique, elle n'est pas infaillible. Il y a des bugs comme partout. Voilà. Ouais. Il faut remplir les rayons, changer les étiquettes. C'est ça. L'informatique n'est pas un outil de précision. Donc, voilà. Sinon, ça serait trop facile. Voilà. Alors, dites-nous, quels sont les droits qui sont attaqués
justement? Et quels sont les droits du travail qui sont principalement Alors, sur le feu, là? je vais dire que principalement, tous les droits, ils sont principalement attaqués. Alors, une fondamentale, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est travailler. Tu es là, tu mets un rayon, on ne te demande pas de discuter, on ne te demande pas. Alors que c'est pas parce qu'on va rire 5 minutes que l'on va perdre plus de temps. Voilà, la liberté d'expression, pour moi, c'est le premier des droits qui est bafoué ici. Voilà. Et après, on n'y pense pas, vous avez raison, madame, c'est extrêmement important en démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas que voter tous les 5 ans pour savoir ce qu'on va faire avec l'Ukraine, c'est tous les jours dans l'entreprise aussi. Et là, il y en a un peu moins quand même. Ouais, voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, le patronat, ce qu'il veut, c'est ça. C'est tu bosses, tu te tais, tu bosses et puis tu fais pas autre chose. Et ben non, moi, ça marche pas comme ça. Moi, je suis responsable du rayon boulangerie et moi, les gens qui passent avec moi, c'est voilà, on chante le matin, on rigole, voilà. Et il y en a qui on s'amuse bien ici, c'est la boîte de nuit, la musique. Mais, oui, mais on va de l'avant, on travaille quand même temps. Puis on travaille dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, voilà. Et c'est étonnant, d'autant plus que c'est un métier qui est au contact de la clientèle. Mais ça a déjà été prouvé de nombreuses fois. Que ce soit en sociologie du travail ou même dans des études de management, des salariés qui sentent bien sur le travail, qui ont des amis, ils travaillent mieux, la productivité est meilleure, parce que des gens qui parlent pas deviennent dépressifs, c'est pas efficace en fait. Et puis il y a une chose, on parle pas, donc on ne peut pas avoir connaissance des droits du salarié. Il y a le travail du dimanche qui se pose là. Alors, ça, c'est la guéguerre de tout le monde. Ça n'a jamais tué personne. Oui, il y a des gens qui ont choisi de faire un métier comme gendarme, infirmier, hospitalier, tous ces métiers de cœur, je vais dire, parce que voilà, on ne devient pas infirmier, pompier, policier, comme ça, en se levant le matin en disant je veux devenir gendarme. Quand on pense à ça, du moins, moi, je le vois comme ça. Et quand on pense à se projeter dans l'avenir en disant, moi, je veux faire une carrière hospitalière, gendarme, on sait qu'on va travailler les week-ends et les jours fériés. On le sait, ça, d'avance. On choisit pas... alors, peut-être pas au premier abord, on se dit pas, tiens, il va falloir que je travaille les jours fériés le dimanche, mais on sait que c'est un métier où on va d'ores et déjà être obligé d'aller soigner les gens malades. On le sait. La grande distribution, je suis désolée, on n'a pas besoin de travailler le dimanche. Et ne me dites pas, j'ai dans ma famille des gens qui ont travaillé dans la sécurité, qui ont fait des vacations de 12 heures et qui ont toujours trouvé le temps d'aller faire leurs courses. Ne me dites pas que vous n'avez pas 1 heure ou 2, même si vous faites des vacations de 12 heures, pour aller faire vos courses. On a aujourd'hui les drives. On est sans arrêt sur nos téléphones, sur les tablettes, tous ces jeunes-là, je les vois, nanani, nanana, là, et ils sont les premiers à vous dire « ça vous a pas tué, travailler le dimanche, ça va pas vous tuer ». Ben si, moi, ça me tue, parce que le dimanche, j'ai autre chose à faire que d'être derrière un comptoir et de servir de la clientèle. Le dimanche, vous savez où je vais ? Je vais acheter mon pain chez le boulanger, parce que lui aussi, le dimanche, il a besoin de travailler, parce que si vous n'allez pas acheter votre pain chez le boulanger le dimanche, qui va y aller ? Le dimanche, si on travaille au restaurant, on y va tant. Ils attendent de quoi, les restaurateurs ? Le dimanche, c'est fait pour aller s'épanouir, pour aller jouir de tout ce qu'on ne peut pas faire, aller au restaurant, vous allez à la mer. Quand vous allez à la mer ou à la montagne, vous allez où le dimanche manger ? Bon, sans regarder les prix que certains vont prendre les sandwichs, et vous allez au restaurant. Non ? Vous avez besoin d'aller faire les courses le dimanche ? Moi, non. Le dimanche, je fais autre chose de ma vie. Voilà. J'ai des loisirs, j'ai des hobbies, j'ai autre chose à faire que de travailler le dimanche dans la grande distribution. Et ne parlons pas de ceux qui ont des enfants en bas âge. Oui. Les enfants en bas âge, c'est faire éduquer les enfants, c'est quand même important, passer du temps avec eux. Et les parents, le dimanche, les enfants, ils sont là, ils sont pas à l'école. Donc, c'est ça. Et puis, comme vous êtes délégué syndical, c'est bien de rappeler que ça a été un des premiers combats, une des premières victoires au XIXe siècle. Oui. Le premier repos dominical. C'est ça. En plus, à l'époque, soutenu par l'Église, parce qu'il y en a qui
Droit, hein. Il y a qui est bien à la messe le matin. Mais c'est le C'est ça, dimanche. mais comme on dit, hein, je peux pas, j'ai église, quoi. Hein. Enfin, voilà, mais en gros, on va raisonner comme ça, oui, je peux pas, j'ai église. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, dans le fil, on a Hugo qui écrit ils vont finir comme nous dans la restauration et l'hôtellerie, marche ou crève. Et puis, sur les droits, il y a Jean-Baptiste Chevalier qui écrit les temps de pause sacrifiés aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, comme j'ai toujours dit à mes collègues, vous Pourtant, avez. élément essentiel. Ouais, on a, alors, c'est peu, 3 minutes de pause par heure travaillée. Il faut les prendre. On ne dit pas, non, j'ai pas le temps. Si tu as le temps, tu vas prendre ta pause. Ta pause, il la faut. Moi, ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Surtout quand vous travaillez dans une usine où c'est rendement, où c'est, je pense, avant de travailler dans la grande distribution, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, donc dans les salaisons, où vous avez perpétuellement des bruits, vous êtes dans le froid et tout ça, vous avez besoin de votre pause. La pause, il ne faut pas la sacrifier. On s'en fout. C'est 3 minutes, la pause. Alors, dans la grande distribution, hein, ouais. Après, je sais pas. Dans la grande distribution, c'est 3 minutes par heure travaillée, c'est le temps de pause. Voilà. Attends, Au-delà ça veut de dire que 6 le heures, temps d'aller dehors et de revenir, c'est fini. c'est ça. Voilà. C'est tu sors, tu fais et tu re-rentres en fait. Voilà. Alors après, au-delà de 6 heures hein, de travail, quand vous avez une journée comme moi ou comme pas mal de collègues qui font 5 heures, 11 heures, 5 heures midi, vous avez droit à 20 minutes de pause. Voilà. Voilà. Ah, 3 minutes, c'est grotesque. Oui, on est entièrement d'accord. Alors ça, c'est le minimum syndical, on va dire. Et 3 minutes, hein, c'est ce qui a marqué dans la convention collective. Le patron, s'il veut, il peut vous octroyer ces minutes, mais vous comprenez bien que ces minutes, il ne va pas vous les accorder. Vous prenez 3 minutes ou vous prenez rien du tout, quoi. Voilà. Ouais, je suppose que quand il donne 5 minutes, il faut le remercier de sa bonté d'avoir donné 5 minutes. Ça, Bien, c'est ça. heureusement que les gens ne fument plus, hein, parce que 5 minutes, on va dire 3 minutes pour une cigarette, c'est heureusement qu'il y a des cigarettes électroniques, mais c'est Ouais. pas possible. Après, voilà, c'est après 4 heures de temps de travail et vous prenez, donc ça vous fait grosso modo 12 minutes, quoi. Voilà. Parce que je pense à ces hôtesses de caisse qui, malheureusement, font des heures en coupé. Moi, venir travailler pour 3 heures, ça aussi, il faut le regarder. Hein. Les hôtesses de caisse, chez nous, il y en a qui viennent que pour 3 heures à travailler. C'est affolant. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ça aussi, ça ne devrait pas exister. C'est le travail diffracté. Hein. C'est Ouais. le casser le. Ah bah oui, c'est ça. Parce qu'il faut parfois repartir, revenir. Ouais. Il y a même eu en Grande-Bretagne, justement dans la grande distribution, les contrats 0 heure. Oui. Où vous signez un contrat, mais vous n'êtes pas sûr que vous allez travailler, vous devez être disponible n'importe quand. Mais c'est ça. Pour 1 heure, 2 heures. Mais aujourd'hui, toujours est-il, dans la grande distribution, en parlant de ça, il faudrait être 24 heures voué à l'entreprise. Le droit au décrochage, là, chez nous, ça n'existe pas. C'est un problème. Moi, je suis désolé. Je viens de travailler. Quand j'ai fini le travail, stop, on n'en parle plus. Je me bats à mes occupations. Chez nous, c'est la grande distrie et c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut se battre. Ah, et il y a une question qui est posée, parce que là, il y a ce petit truc qui est apparu là, sur ma veste. Alors, oui, j'avais oublié de le mettre ce matin, c'est le bleuet de France, au cas où. Ah. Parce qu'on a le 11 novembre. Et c'est quelque chose qui était un peu oublié, alors que les Britanniques, eux, ils ont le poppy. Ils ont le coquelicot rouge, tout le monde le met. Les ouvriers, les gens de droite, de gauche, les parlementaires. Alors chez nous, ça revient un peu. Oui. On le voit chez les députés en ce moment, alors qu'avant, ils ne le mettaient pas. Les journalistes ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est en souvenir de la Première Guerre mondiale, des combattants, des morts. Et aujourd'hui, c'est pour nos soldats qui, en particulier, qui ont perdu un membre dans une guerre ou qui sont décédés. C'est pour leur famille. Ça vient en aide aux orphelins. Donc, voilà, c'est les bleuets de France. Et ça se met au moment des commémorations des grandes guerres, entre autres. Alors, pour revenir à notre sujet, je vois que Marco a écrit quelque chose d'assez intéressant. Il écrit « Les panneaux d'affichage syndicaux placés où ils ne peuvent pas être vus ou placés là où le salarié peut être vu par sa hiérarchie. » Est-ce que vous avez la même chose? C'est-à-dire le stress du... Alors, moi, par rapport à ça, j'ai aucun stress. Non, je ne vois pas d'où je vais. Est-ce qu'ils font ça pour que les n'osent pas regarder le... Nous, au début, ils étaient dans la salle de pause. Voilà, salle de pause, il n'y a pas de caméra. Tout le monde lit le panneau, s'il a envie de le lire, s'il n'a pas envie Normal, de le lire. logique. Voilà. Là, aujourd'hui, dans notre entreprise qui fait 3000 mètres carrés à peu près, il y a plus de 80 caméras. D'accord ?
Et là, on a placé les panneaux syndicaux à l'entrée des vestiaires. Mais forcément, à l'entrée des vestiaires, vous avez les caméras. Mais c'est tout le monde qui le voit. Là, il n'y a plus parce que tout le monde ne va pas en salle de pause. Il y avait cette réflexion-là aussi. Tout le monde ne va pas en salle de pause. Donc, tout le monde ne dit pas, on va vous dire, oui, mais moi, je ne monte pas en salle de pause, comme je ne vois pas ce que vous avez écrit, aninana. Donc là, maintenant, c'est à l'entrée, direct, vous poussez la porte, vous entrez au vestiaire, vous passez devant le panneau syndical. Il y a des caméras. Et alors, il ne faut pas avoir peur de ça. Un patron, c'est un patron. Alors, les 80 caméras, c'est pour éviter les vols ou c'est pour vous fliquer? Ou c'est les deux? Ouais, pour éviter les vols. Et pour surveiller le personnel, bien entendu. Mais on veut le dire autrement. C'est pour votre sécurité, comme des caméras. Ouais, je suis désolée. Moi, dans mon laboratoire, je n'ai pas besoin de caméras, pourtant j'en ai une. Voilà. Donc, Vous pourriez voler de la farine, c'est pour ça. Pardon. Vous pourriez voler de la farine. Oui, exactement. Mais c'était une denrée rare, je vois mon copie. Je pourrais manger un croissant. Attention, je pourrais manger un croissant. Hein. C'est grave, ça. Voilà. Georges, le vol de farine, c'est seulement à l'Élysée. Oh là 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 là. Très drôle. Exactement. Non, mais d'ailleurs, je remarque qu'il y a plus de caméras pour surveiller le personnel que pour surveiller les mecs qui piquent dans les rayons, c'est ça? C'est ça, mais tout à fait. Voilà. Oui, d'ailleurs, je suppose que les agents de sécurité sont aussi là pour vous surveiller. Alors, je pense aussi, oui, ça. Bon, nous, on n'en a qu'un, vu notre petite surface, hein, mais je pense aussi qu'il peut surveiller effectivement la personne. Ouais, parce que quand on monte, vous savez, quand on monte dans le bureau du patron, hein, c'est un méga écran et toutes les zones là, c'est. Robert. Mais en parlant, c'est très très intéressant. En parlant de méga écran, parce que là, il y a Centre NGI qui demande vous avez le droit d'aller aux toilettes combien de fois par jour. Alors, Moi, je vais vous expliquer pourquoi je demande ça, parce que ma mère a travaillé jusqu'à 69 ans, coucou maman, si elle regarde, 69 ans hein, quand même, comme employée chez Renault, et à un moment, il est dans une grande salle avec tout en open space, tout le monde tout était visible, et il surplombait dans une salle de verre, il y avait le chef, un ancien colonel, je crois, qui pouvait voir tout ça, et puis il y avait des caméras partout. Il y avait un énorme écran avec le temps de travail affiché de chacun, le temps de pause, et puis un petit logo de toilette quand ils allaient aux toilettes. Donc tout le monde savait quand ils... Enfin, bref, c'est la dystopie totale, c'est 1984. Alors est-ce que vous avez le droit de faire pipi et combien de fois par jour? Ou alors c'est la prison, il faut demander. Non, mais dites-vous bien qu'on est surveillé quand même aussi. Hein. Comme je dis à certains, dès lors que vous n'avez aucun problème dans l'entreprise, vous pourrez aller pisser 50 fois par jour, on ne vous dira rien. Dès lors que vous aurez le moindre petit souci, on vous dira tel jour vous êtes allé 3, 4, 5, 6 fois. Alors, les gens qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas en caisse, que ce soit dans les rayons ou dans les... vous pouvez aller aux toilettes autant de fois que vous voulez, on va dire. Bon, il y a toujours quelqu'un pour vous remplacer. Bon, les hôtesses de caisse, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'elles demandent à l'accueil la permission, effectivement, d'aller aux toilettes. Voilà, donc si vous alliez un peu trop souvent aux toilettes, on vous dira à un moment donné, stop. Je me rappelle d'anciennes collègues qui avaient des problèmes, il a fallu qu'elles passent par la médecine du travail. Donc, pour faire valoir qu'elle avait un problème et que, quand elle avait envie d'aller aux toilettes, il fallait qu'on la laisse aller aux toilettes. Voilà. C'est effectivement, mais c'est compliqué, oui, mais c'est comme ça. Si vous allez pendant les 3 heures que vous travaillez, admettons, si vous y allez 3 fois, on va vous dire stop. Non, retiens-toi. On va te dire retiens-toi, tu as la pause qui va arriver. Le problème, il est là. Effectivement, oui. Ça aussi, c'est piqué. Oui, c'est piqué. On ne vous le dit pas ouvertement, mais ça en arrive que c'est piqué. Voilà. Et quid qu'en est-il des salaires? Est-ce que ça stagne? Est-ce que... Alors, Est-ce qu'il y a des primes? Ça marche comment? Alors, nous avons, comme le droit du travail, le code du travail, la convention collective, les accords d'entreprise et les accords de branche. Tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, ce qui est conventionnel aujourd'hui, c'est la prime annuelle. Alors attention, je dis bien prime annuelle. Il n'y a pas marqué sur la convention collective le 13e mois. Le 13e mois, on peut le demander en plus. Donc, conventionnellement, nous avons la prime annuelle. Voilà. Et après, c'est au bon vouloir du patron. Si les syndicats arrivent à négocier pendant les négociations annuelles, on peut avoir d'autres primes.
Nous, les anciens, nous avons une prime exceptionnelle qui équivaut à un salaire. Par rapport aux autres entreprises, on va dire que quand même, chez nous, à Intermarché Revel, on est assez privilégié. Par rapport aux autres, on dit on les plaint. Nous, on n'a pas à se plaindre. Voilà. Et on a une prime, ce qu'on appelle de présence, qui est de 400 euros. Je vais vous faire rire, qui est de 400 euros par an. Et dès que vous êtes malade une journée, 20% en moins de cette prime saute. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout de 5 jours de maladie, vous n'avez plus rien. Mais nous, on l'a. Certaines grandes distributions ne l'ont pas du tout. Voilà. Au début, elle était de 350 euros. On est monté à 400. C'est assez pervers. C'est une prime Oui. pour ne pas tomber malade, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent au boulot avec des toux pas possibles parce qu'ils ne veulent pas perdre une journée de travail. Exactement. Alors, ma femme dans la fonction territoriale a la même prime et justement, ça met une grosse pression sur les gens qui, au final, viennent malades au travail. Oui. Et dès que la personne je crois, c'est au bout de 2 jours, elle perd la prime. Ben en fait, on se rend compte que ceux qui ont perdu la prime se gênent plus et se mettent en arrêt. Et ceux qui ont encore la prime, ils essayent de tenir. Et en fait, c'est horrible parce que ça va contre la santé des salariés. C'est-à-dire qu'un arrêt maladie devrait une absence injustifiée pour aller voir le spectacle des enfants. On est d'accord. Ouais. Ce serait normal. Quand on est malade, on choisit pas d'être malade. Alors surtout quand on est hôte de caisse et qu'on a 200 personnes qui passent et qui vous postillonnent dessus toute la journée. Tout à fait. Tout à fait. Et puis voilà, on est dans la grande distribution, mais c'est comme dans les hôtels, dans les restaurants. Vous avez la gastro, c'est un virus qui se transmet très facilement. Normalement, on ne devrait pas nous enlever cette prime. Je suis désolé, on a la gastro, ça se cuit relativement facilement. On ne devrait pas nous l'enlever. Mais surtout, on vous donne des pièces, de l'argent. Les gens, on ne sait pas s'ils se sont lavés les mains. C'est ça. Bon, alors nous, on a eu aussi. Alors ça a fait ça. Alors je sais pas si vous en entendez parler ou pas. Ça a fait polémique, mais pourtant, ça simplifie le travail des hôtesses de caisse. On ne manipule plus l'argent. On a alors comment on appelle ça? Les automates pour payer. Je ne sais pas si vous en avez, nous en milieu rural on l'a fait et c'est un gain de temps pour les hôtesses de caisse et non plus, il n'y a plus cette peur, je me suis trompé, il me manque 10, 20, 30 euros dans la caisse, voilà, les gens vont à l'automate derrière, ils payent et on leur a l'amené automatiquement, il n'y a plus la manipulation de billets et c'est un gain de temps aussi pour les hôtesses de caisse qui n'ont plus en fin de journée à compter leur caisse. Voilà, on ne manipule plus l'argent, mais ça aussi, c'est pas une suppression de poste, c'est l'évolution, on va dire. Ça, c'est plutôt positif comme évolution. Parce oui, ça comme évolution, c'est positif. Je sais que c'est un gros stress des hôtesses de caisse parce que parfois, elles ont mal compté l'argent qu'on leur a donné à la base et que ça finit à être pris sur leur salaire. Alors ça, normalement, aucune faute n'est à retenir sur le salaire. On ne peut pas pécuniairement vous sanctionner. Ça, on ne peut pas. Ça, c'est une idée reçue. On ne peut pas vous sanctionner parce que vous avez fait une erreur de caisse. C'est ça, il faut le savoir. Ça, c'est totalement faux. Aucune sanction pécuniaire. Alors moi, j'ai été sanctionné, mais il y a une 20aine d'années pour ça. Mais c'était au Balouchistan, je crois, en Pedro, et t'étais au Balouchistan, ou je sais pas dans quel truc bizarre encore. Ça n'a rien à voir. Par contre, il y a Marco qui fait une remarque, est-ce qu'il y a une prime de présence pour les députés aussi? Non, il n'y a pas de prime de présence. D'ailleurs, les députés européens, les députés français, les sénateurs se sont tous augmentés leurs différentes primes en début d'année. Parce comme on n'a pas du tout de problème budgétaire dans notre pays, il faut un petit peu d'augmentation de leur salaire. Donc, non, de ce côté-là, ça va bien. Il n'y a pas de prime de présence. Ouais, bon, voilà, comme je dis, chez nous, on a réussi à l'avoir. Mais il faut que les syndicats, les délégués, mais pas que, il faut que les salariés soient derrière les syndicats, les syndiqués, pour pouvoir avancer. Parce que moi seul, je fais rien dans l'entreprise. Si les salariés ne me soutiennent pas derrière, moi je ferai jamais rien, même si je suis syndiqué. Il faut savoir que les salariés, on a besoin de soutien derrière nous. Et chez nous, je peux vous dire que c'est difficile. C'est très difficile, ça. Le patron, il est beau, il est gentil. D'ailleurs, il y en a qui vont faire la fête avec les patrons. Donc voilà. Il y a ça en train de GI qui je retiens que pour aller aux toilettes tranquillement, il faut être bien vu par la hiérarchie. On est d'accord. Moi, j'avais une question d'observatrice, parce que les gens qui travaillent dans la grande distribution, comme vous,
quand on est un peu alerte, et j'imagine que vous l'êtes parce que vous êtes délégué syndical, c'est un lieu d'observation très intéressant de ce qui se passe dans la société. Moi, je fais mes courses, par exemple, le vendredi ou le samedi, familial. Et c'est intéressant de voir comment les gens choisissent, regardent, se comportent avec leur argent à la caisse, je veux dire, par rapport à la crise. Est-ce que vous voyez là, en ce moment la crise dans les comportements, les choix, le volume des courses? Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement? Alors, Est-ce que les gens comptent plus? Est-ce qu'ils choisissent plus de marques alors pas chères? ouais, les gens comptent plus. Voilà, je suis pas bien placée pour une hôtesse de caisse aurait pu répondre mieux. Mais moi, quand je fais mes courses, je vois les caddies aussi pleins. Les gens, aujourd'hui, ce qu'ils regardent, ils essayent de bien manger. Donc, ils sont tous là en train de regarder les étiquettes. Même si le produit est plus cher, parce qu'il y a le bien manger, je veux pas d'huile de palme, je veux pas ci, je veux pas ça, ils vont prendre quand même le produit qui est un peu plus cher. Voilà. On parle, je dis pas que ce sont toutes les personnes, c'est une fourchette. Parce que sinon, là, je vais me faire taper. C'est une fourchette de gens. Moi, j'ai pas l'impression chez nous que les gens regardent forcément le prix le moins cher. Je vois de gros caddies. J'ai pas noté de changement particulier chez nous, honnêtement. J'ai pas noté ça. Nous, on a le privilège aussi chez nous, en zone rurale, c'est d'avoir un boucher à qui parler, d'avoir une fromagère à qui parler, d'avoir notre poissonnier à qui parler. C'est plus que dans comme les hard discount où vous avez personne à qui parler, quoi, en fait. Et nous, on a cette chance de privilégier encore de pouvoir parler aux gens avec le fromage, le charcutier, le boucher, le poissonnier. Voilà. Mais je n'ai pas remarqué cet effet. Moi, par contre, je vais vous dire une chose par rapport, malheureusement, à ce qui se passe à Auchan. On va parler de la crise du Covid. Nous sommes la grande distribution, les patrons. Ils sont les grands gagnants du Covid. Parce que nous, pendant que le monde était à l'arrêt, hormis les hôpitaux, hormis la gendarmerie, toujours pareil, nous, on était pleins. C'était le centre de rencontre des gens. Les gens, ils venaient faire les courses. Donc, du coup, c'était la première ligne. Eh ben oui. Nous, on a bossé. Je peux vous dire qu'on en ressort les grands gagnants. On a des chiffres ils n'ont pas fait comme ça, les chiffres. Ils ont fait depuis le Covid. Vous parlez de vos salaires? Non, pas de justement. Non, malheureusement pas. Je parle des chiffres pour le patron. Le patron, il a tout gagné là. Et alors, c'est là où je m'interroge. Alors, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas les billes en main par rapport à Auchan, par rapport à ce qui se passe à Auchan. Quand je vois que nous sommes les grands gagnants de la grande distribution, les patrons, je dis nous, bon, les patrons sont les grands gagnants de cette période de Covid parce qu'ils ont engrangé du pognon comme pas dire possible. Et quand je vois ce qui se passe à Auchan qu'on va licencier, mais je me pose de certaines questions. Effectivement, alors, qu'on fait ces enseignes du pognon que les ministres ont balancé, je voudrais bien le savoir. Et là aussi, je vais être un peu critique, mais j'ai pas les billes. Je sais pas exactement ce qui se passe. Quand on est délégué, notamment délégué syndical, on a ce pouvoir avec le CSE de faire examiner les comptes annuellement de l'entreprise. Comment, aujourd'hui, Auchan va sacrifier des millions et des millions d'emplois? Qu'on fait, là je m'autoflagelle, mais c'est une constatation. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi les syndicats? Enfin, pas les syndicats, c'est pas vrai. Les gens responsables, les délégués, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver à ce point-là? Ça n'arrive pas du jour au lendemain. À un moment donné, si on ne fait pas un examen de compte de l'entreprise, moi, je sais qu'aujourd'hui, on l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année, notre entreprise se porte bien. On n'arrive pas du jour au lendemain à licencier 5 000, 4 000 personnes comme ça sur le carreau. Le délégué, donc le syndicalisme aussi dans l'entreprise sert à ça, à examiner les comptes de l'entreprise. On n'est pas là que pour faire respecter le droit du salarié. On est là aussi pour examiner les comptes de l'entreprise. Que fait le patron de l'argent, de la richesse qu'on lui produit? Qu'est-ce qu'il en fait? Parce que le patron, il a besoin de nous. Sans nous, le patron, il n'a pas de pognon non plus. Dans le fil, on avait Muliez, 90 milliards. Voilà.
répartis dans les différents membres de la famille. Mais c'est vrai qu'en général, on a un problème de répartition de la richesse qui est quand même très très fort. Alors effectivement, on a la grande distribution, mais on en reparle ici régulièrement. Quand on voit... il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait « Mais qu'est-ce qui va bien, Georges ?» Ici, il y a un truc qui va bien, c'est quand tu es millionnaire. D'abord, il y a plus de millionnaires chaque année en France. Et on est champion du monde de l'augmentation de la richesse des milliardaires et des millionnaires monde entier. Palme d'or, de très très loin, plus 476% sur les 15 dernières années, x5, fortune x5. Quand l'argent augmente autant quelque part, ben, c'est que quelque part, il n'augmente pas. Au minimum, sinon il baisse. Voilà, si un ange passe, mais bon, c'est peut-être mon arc. Je suis en train de lire « La bureaucratie syndicale est ignoble ». Oui, il y avait plusieurs remarques sur les syndicats dans le film. Développer leur page. Mais je pense parce qu'il y a un problème souvent qui arrive, c'est que les gens confondent les directions des syndicats. Non, ils ne confondent pas justement. Non, dans le film, là, il y avait une critique. J'ai vu plusieurs fois passer, en fait, c'est pour ça que j'en parle. Plusieurs fois une critique des directions syndicales qui font un peu n'importe quoi, et apparemment surtout au CGT, et les délégués syndicaux, la base. Il y en a plein qui disaient c'est partout pareil, à l'hôpital, j'ai vu à l'armée, voilà, les chefs font n'importe quoi, mais heureusement qu'il y a les soldats qui font le boulot. Donc il y avait une distinction entre les têtes des syndicats, pour certains, ici dans le film, et un respect pour, il me semble, de ce que je lis, pour les gens comme vous, Laurence, qui êtes délégué syndical au quotidien. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de soucis de santé au travail dans les... Mais oui, aujourd'hui, on en arrive, il n'y a pas que les problèmes de dos, c'est les charges lourdes, les gestes répétitifs, la cadence. Aujourd'hui, on nous demande une cadence infernale, donc je vais revenir sur les 35 heures. Avant, on travaillait 39 heures. Quand le gouvernement a voulu passer aux 35 heures, soi-disant pour créer de l'emploi, je suis désolé, dans la grande distribution, on n'a pas du tout créé d'emploi. Parce que ce qu'on faisait en 39 heures, il a fallu qu'on le fasse en 35 heures. Donc, on n'a pas du tout créé de l'emploi chez nous. Si on était 80 salariés aux 39 heures, on est resté 80 salariés aux 35 heures. Et le boulot, il fallait le faire. Donc, les cadences deviennent infernales. Donc, on est fliqué. Pause pipi, moins vous en faites, et plus générer, soi-disant, de profit. Et effectivement, on souffre beaucoup de tendinite, des épaules, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, aujourd'hui, je trouve, sont de plus en plus fréquents. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, parce que vous devez le voir avec vos collègues, jusqu'à quel âge vous pensez que les gens peuvent travailler dans ce type de métier? Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, tranquillement, les gens peuvent aller jusqu'à 64, 65, 70 ans, mais on sait très bien que dans ce genre de métier, à un certain âge, les gens sont plus en état de porter des cagettes, plus en état de... C'est ça. Alors moi, je vais vous dire une chose, puisque je suis actuellement malheureusement concerné par le phénomène. 56 ans, je peux vous dire que... Alors, après, tout dépend, on va vous dire la vie que vous avez menée. Moi, j'ai toujours eu, ça va faire 25 ans que je suis dans la grande distribution, le même poste, donc boulangère sur terminal de cuisson. Donc, on porte des cartons qui varient de 7 à 17 kilos. Vous les manipulez, on vous les amène sur une palette. Vous allez les déstocker de votre palette pour les restocker en chambre froide, pour les ressortir pour prévoir vos chariots. Voilà. Et aujourd'hui, moi, à 56 ans, je peux dire que je suis foutu. Je suis foutu. Mon corps est foutu parce que, effectivement, alors l'année dernière, c'était l'épaule gauche. Cette année, c'est l'épaule droite. Je suis en arrêt accident de travail depuis le 25 mars. Voilà. Personne ne voit où c'est que je veux, mis à part vous. Voilà, mon épaule, je peux plus agir comme je faisais avant. Moi, voilà, suivant les responsabilités, le travail que vous avez, les rayons, les postes traditionnels comme nous, ce qu'ils mettent en rayon, je suis désolé, mais à 56 ans, stop, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête. Les gens, ils vont rire quand ils vont m'entendre, mais non, à 56 ans, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on prenne la retraite. On ne peut plus. On est foutu.
on est foutu. Notre squelette répond plus de rien, quoi, en fait. Voilà. Mais justement là-dessus, alors, dans le fil, je réagis un peu sur ce que disent les gens. Il y en a qui ont écrit que Auchan a perdu le marché russe. Non, Auchan, ils sont restés en Russie. Ils sont très très discrets, ils font pas beaucoup de bruit, mais on vous confirme, on y était. On les a vus. Et le roi Merlin est toujours là, il change de nom juste. En fait, il change de devanture, mais il change de nom. Non. Par contre, il y avait une question sur par rapport justement à la réforme des retraites, qui est passée en force. Alors pas en force au sens légal du terme, puisque c'est passé légalement, mais en force par rapport à la volonté populaire, vu que 75% des Français, tous compris, étaient contre, et 92% des actifs. Donc, j'ai jamais eu un truc à ce point. Donc, des gens de droite, y compris des macronistes, y compris des gens qui ont voté pour Macron. J'imagine que vous avez fait partie de ce combat, et que pour vous, vu ce que vous nous dites, des dégâts sur le squelette, sur le corps, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une histoire d'extension du travail. C'est vrai. Moi, voilà, je vous dis, il me reste 8 ans à faire. 8 ans, c'est impossible. Je ne pourrais jamais continuer 8 ans dans l'entreprise à l'heure actuelle. C'est tout simplement pas envisageable. Sinon, tu vas arriver à la retraite, je vais être gravataire. Voilà. Donc, mais ça aussi, c'est un combat à mener. Mais alors, malheureusement, ce combat-là, on ne peut pas le mener auprès de l'employeur. Il peut nous faciliter la tâche en nous achetant du matériel un peu plus électrique, des élévateurs, enfin voilà. Mais la manutention, elle reste manuelle. Vous pouvez avoir une table qui se lève suivant le poids que vous portez ou pas. Après, il y a la manutention. Donc, ça, c'est un combat à mener, mais c'est tous les citoyens qui doivent mener ce combat pour la retraite. On va dire, allez, 60 ans, ça serait lié. Ça serait le must qu'on revienne à 60 ans, quoi. Mais c'est pas que le syndicalisme, c'est pas que les gens qui sont délégués, c'est un combat de tous les citoyens de France et de Navarre, la retraite à 60 ans. Donc voilà, ça concerne tout le monde, c'est pas que les syndicats. Je vois qu'il y a des réactions, ça dépend des gens. Parce que je connais des gens, par exemple, qui sont profs de fac, ils ont envie de continuer jusqu'à 70 ans, mais c'est pas pareil. C'est pas exactement la même chose que manier un marteau. Leur cœur est pas bousillé. C'est ça. Oui, c'est d'accord. Et puis même pour la sécurité, moi, j'ai pas envie d'avoir un train qui est conduit par un bonhomme qui a 70 ans. C'est ça. Ou un chauffeur de bus. Et je plaisante pas. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu des chauffeurs de bus. Vous rentrez dans le bus, vous vous accrochez à la auto. Hein. Celui qui va avoir un arrêt cardiaque au prochain virage. Non, mais c'est délirant en fait. Ça n'a aucun sens. Et c'est intéressant, c'est qu'on arrive en France, parce que les États-Unis sont toujours 20 ans en avance sur nous pour les trucs bien comme pour les conneries. Je me souviens, c'était en 2001, l'année du 11 septembre, je vivais aux États-Unis, et on rentre sur un McDo, et en fait, il y a plein de publicités dans le McDo. Alors, pas comme chez nous, t'es jeune, t'es étudiant, bien travailler pour te faire des sous en plus ou le week-end. Non, c'était que des pubs destinées aux vieux. Et c'est que des gens avec des trucs, des barbes blanches, des moustaches blanches, qui avaient des tenues McDo. Ils leur disaient votre retraite n'est pas suffisante, c'est écrit comme ça. Hein. Vous avez des besoins pour payer vos médicaments. Venez travailler chez McDo, ça, en complément de votre retraite. Donc, c'est pas une très bonne idée de faire travailler les gens des métiers qui engagent le corps à ce point. Ah ouais. Et justement, alors c'est très empirique comme question ce que je vais poser, mais je suppose que tu as vu des collègues partir à la retraite. C'est quoi leur espérance de vie réelle en fait après? Alors là on a eu un cas concret il y a 2 ans, donc une employée qui n'a pas voulu s'arrêter. Alors pour XY raison, mais je l'entendais toujours dire que le patron il était super gentil. Si elle s'arrêtait de travailler, oh mon Dieu, comment il allait faire le patron. Il y en a encore aujourd'hui des gens comme ça. Aujourd'hui, on va dire qu'elle est invalide, elle a subi une énorme opération du dos, et voilà, elle marche. Encore, elle réussit à marcher, mais elle ne peut plus porter de poids. Si elle avait des petits-enfants, elle ne pourrait plus les porter dans ses bras. Voilà, elle est partie, fracassée. L'espérance de vie, si on continue comme ça, avec des raisonnements aussi bêtes et aussi idiots, non, on ne peut pas jouir d'une bonne retraite après. Moi, comme je dis, moi j'ai une petite fille et je veux jouir jusqu'après ma retraite de pouvoir faire sauter à la corde avec elle, grimper dans les arbres, voilà. Mais si on continue à ce rythme-là, on ne va pas y arriver. C'est pas possible. Est-ce que le patron lui a fait un joli cadeau à cette dame? Oui, ce qu'elle avait droit et c'est tout. Merci, au revoir.
Voilà. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas plus tard qu'hier. Et en me discutant, elle me disait, je le regrette. Je le regrette. Ben ouais, ben ça, il fallait le regretter avant. C'est trop tard. Mais c'est terrible ce que tu dis parce que c'est justement cette question de profiter de ces petits-enfants, c'est quelque chose de très important dans la société. Oui, C'est vrai bien que sûr. le fait que les grands-parents puissent prendre en charge les petits-enfants pendant les vacances, puissent s'en occuper, emmener la petite fille à la danse ou emmener le garçon au foot, j'ai fait gros cliché sexiste, ou le petit garçon à la danse et la petite fille au foot. Ouais. C'est important pour le lien social, c'est important pour les retraités, pour les grands-parents, mais aussi pour la société en général, parce que sinon, c'est La marrant. transmission. C'est la Aménager les heures. transmission. Exactement. Sinon, il n'y a pas de transmission, en fait. Mais si. Alors, on fait des études de poste, hein, parce que, alors je vais vous dire une chose, c'est rigolo, hein, parce que quand j'ai été arrêté l'année dernière en maladie professionnelle pour mon épaule, pour une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs, il y a forcément eu une étude de poste réalisée par le médecin du travail et l'ergonome du médecin du travail. Alors, ce monsieur-là a fait un boulot de dingue. Il a démontré des choses que on pense pas. Les torsions, combien de fois je lève le bras, le poids, les gestes. Il a fait un rapport terrible. Quand j'ai demandé à mon employeur le rapport, ce qu'il avait donné, il me l'a transmis. Hein. Il a été gentil. J'ai super. Ben, oh, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez? Le rapport, vous l'avez là. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est rien. Ah oui. Il décrivait exactement les conditions de travail du matin 5 heures jusqu'à la fin de ma journée 11 heures. C'est un rapport de dingue avec donc tous les aménagements que l'on pourrait apporter au poste pour éviter justement ces dangereuses, on va dire, manipulations pour le squelette. Parce que c'est fondamental de parler de ça, parce que c'est pas que partir à la retraite, c'est partir à la retraite en bonne santé. Parce que voilà. Partir à la retraite complètement fracassé, plus pouvoir marcher, bah c'est pas une retraite, hein, c'est une mort lente en fait. Bah, tout à fait, on est d'accord. Et c'est pour ça que justement. Et c'est aussi c'est l'imbécilité du monde néolibéral dans lequel on est, c'est ne pas penser les coûts d'après. Oui. C'est bien malin de économiser 3 francs 6 sous ici et là, si c'est pour que après les gens coûtent une fortune à la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'ensemble de la société, parce que ils peuvent pas marcher, parce qu'ils ont besoin d'un tas d'appareillages qui font que leur vie, parce que leur vie est foutue. Et c'est vraiment, pour la société elle-même, c'est stupide de pas penser comme ça. D'ailleurs, sur les tendinites, là, il y avait longtemps avant, il y a quelqu'un qui avait écrit là-dessus. Il a dit 40 fois le même geste, 40 000 fois le même geste dans la semaine. C'est ça. Des foot, ça va pas. On voyait beaucoup chez les fileuses, vous savez, ce mouvement-là, comme ça. Bah, vous faites ça 2000 fois par jour. En 40 ans, vous y avez le bras. Vous êtes détruit, en fait. Oui, évidemment. C'est ça. Il faut pas croire, hein, ça touche aussi les hôtesses de caisse. Hein. Parce que mine de rien, vous pensez que l'hôtesse de caisse elle est assise sur sa chaise là et elle prend l'article, elle fait que le passer, mais non. Et les TMS, ça touche énormément aussi les hôtesses de caisse. Il faut pas croire de prendre le paquet de poireaux pour le mettre sur la balance. C'est pour ça qu'ils ont inventé heureusement les douchettes pour pas qu'on porte les packs de lait, que l'hôtesse de caisse prenne sa douchette et bipe le code du pack de lait. Ça évite de le porter parce que vous, en tant que client, vous allez le soulever. Allez, 3 fois, vous le prenez du rayon, vous le mettez dans votre caddie, vous le mettez sur la caisse, vous le mettez dans votre voiture et vous le rangez chez vous. Les hôtesses de caisse, tous les clients qu'elles passent, si elle fait ça, voilà, il faut pas oublier les hôtesses de caisse, hein, elles sont très touchées par les TMS aussi, hein, voilà. Mais ça aussi, donc, quand il y a eu la suppression, merci notre gouvernement de nous avoir fait passer en CSE. Le CSE, donc du coup, le CHSCT, quand on est dans une entreprise de moins de je sais plus combien de salariés, le CHSCT, il sonne, vous avez plus de commission, alors que le CHSCT, donc Comité Hygiène, Sécurité et Travail, jouait un rôle majeur dans l'entreprise. Il faut le savoir, aujourd'hui, on a le C2SCT. C'est une commission quand vous êtes moins de... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas avancer de chiffres. Moins de temps de salariés, cette commission n'est pas obligatoire dans l'entreprise.
Voilà, vous pouvez pas traiter l'essentiel, on va dire. Alors que le CHSCT était vraiment majeur dans l'entreprise, quoi. Il pouvait faire évoluer beaucoup de choses. Voilà. Mais voilà. C'est important ce que tu dis, parce que c'est un angle mort souvent qui est très peu évoqué des différentes réformes qu'il y a eu, justement la disparition de ces instances Oui. d'élection et de vérification. Ouais, on a énormément perdu, puisque moi j'ai connu toutes les casquettes. J'ai connu la DUP, la délégation unique du personnel. J'ai connu donc le CSE, où on a énormément perdu de droits, puisque le CHSCT a complètement disparu des institutions. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que, mine de rien, on a besoin de cette institution. Nous, chez nous, voilà, la commission, elle n'est pas obligatoire. Bon, on la fait pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est inutile. Voilà. Mais il faut se battre. Et je voudrais juste parler d'une chose aussi. Il faut arrêter de dire, quand on parle des syndicats, les syndicats. Donc, les syndicats, on va parler du patron du syndicat. Être syndiqué, c'est représenter effectivement l'image de votre syndicat respectif, quel qu'il soit, la CGT, machin. Mais, en toute honnêteté, moi, c'est pas Christophe Suyot qui me donne les ordres, d'accord? Je suis dans mon entreprise, j'étudie ma convention collective, je regarde si j'ai des avantages, les accords de branche, les accords d'entreprise. Et je fais mon devoir. Mon devoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire respecter le droit du travail, le droit des salariés dans mon entreprise. C'est pas écouter ce que Paris dit de faire à un moment donné. Oui, effectivement, on représente notre syndicat. D'accord. Mais, a priori, c'est faire respecter le droit des salariés, le droit du travail qui part en cacahuète. Et les gens, il faut qu'ils arrêtent de stigmatiser, de dire « Ouais, les syndicats, le pognon, le machin, le ci, là. » Non, stop. Moi, je suis pas de ces personnes-là. J'écoute pas ce que me dit Christophe. Je suis aussi, on me dit « Ouais, il faut pas voter ci, il faut faire ci. » Non. Laurence, elle a ses convictions, elle a ses propres convictions. Elle a des bouquins, elle a le code du travail, elle a la convention collective chez elle, mes bouquins, mes livres de chevet. Oui, effectivement, ça se bûche. Tout s'apprend. Ça se bûche. On a des supports. Et il faut s'en servir. Et il faut arrêter de stigmatiser nous, gens qui sommes syndiqués, qui avons choisi de nous syndiquer, parce que vous pouvez être représentant du personnel sans vous syndiquer, mais des fois vous courez à la catastrophe parce qu'on ne connaît pas nous, on ne maîtrise pas tout. Voilà. Mais aujourd'hui, arrêtons de stigmatiser les gens qui sont syndiqués. Pour moi, le syndicat, c'est, comme on dit, une deuxième couverture. C'est comme le préservatif. Vous avez parfaitement raison, et peut-être qu'on va conclure là-dessus, et je souhaite insister sur ce point-là que vous venez de dire. Parce qu'on a des politiciens qui ont un peu trop critiqué les syndicats sans se rendre compte de quoi ils parlent. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des gens foutres, il y a des gens véreux, il y a des corruptibles, il y a des gens qui font rien du tout, il y a des gens qui font de la politique, qui attendent d'être députés un jour. Bon, ok, très bien. Mais il était une époque, avant la Première Guerre mondiale, où il y avait à la CGT une branche sabotage. Parce que les tensions sociales étaient telles et la dureté du combat pour acquérir les droits était telle qu'il y avait du sabotage. C'est un succès pour la société et les syndicats, parce que ça permet d'avoir des gens qui négocient et entre patrons et représentants syndicaux pour que ça finisse pas en bordel total. Les pays où ils sont très contents d'avoir supprimé ou affaibli les syndicats, on a eu longtemps, les États-Unis, c'est super, il n'y a plus de syndicats où ils sont tout faibles, génial. Résultat, ils ont beaucoup plus de journées de grève qu'en France. Et c'est très difficile à contrôler parce que c'est sauvage et qu'il n'y a pas justement de délégués syndicaux. Et on a eu récemment, ça leur a pas plu, si vous vous souvenez, on a eu les contrôleurs des trains hors syndicats qui se sont mis d'accord tous sur Facebook ou WhatsApp, je ne sais plus, et ils ont fait grève. Plus personne pour négocier. Et là, on s'est dit, c'est quand même bien les syndicats, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter, qui fasse relais.
Et ouais. Et ça, c'est vraiment pas se rendre compte de la nécessité absolue du syndicat dans une démocratie qui fonctionne. Et sinon, ça fonctionne pas. Voilà. Et donc, félicitations pour ce que vous faites. Et merci. Bon. Par contre, je vais revenir 2 secondes sur Allez-y. 2.1 qui dit si vous saviez où part les cotisations, vous arrêteriez. Non, je suis pas d'accord. Ma cotisation, avec le prix de ma cotisation, 100 €, déjà, personnellement, j'ai 66% de remboursé sur les impôts. Et avec ma cotisation, je suis formé, monsieur. J'apprends le droit du travail. Je l'apprends avec 100 € par an. Donc, Et puis, il y a j'ai pas un bateau, oui, qui va ravager. Cagnotte. Malheureusement, c'est comme ça aussi. Mais moi, Vous avez des actions. Vous n'avez pas des actions. Vous n'avez pas des actions à Jamaïque, aux îles Caïmans? De toute façon, il n'y a pas de bateau là-bas. non, j'en ai pas, malheureusement pas. Non. Et je paye des impôts, malheureusement. Et enfin, voilà, il faut arrêter avec ce genre de commentaires-là. Et puis, il ne faut pas oublier, vous l'avez dit, parce que entre les chefs des syndicats et vous-même sur le terrain, il y a eu à partir des années 80, d'abord avec les lois Auroux sous Mitterrand, et puis après des Martine Aubry, et puis évidemment avec la droite, l'inversion de la hiérarchie des normes. Mais avant 84-85, c'était le patron du syndicat et des syndicats qui négociaient. Puis il y avait une loi, elle s'appliquait de là-bas à là-bas. Maintenant, c'est l'inverse. C'est branche par branche, entreprise par entreprise. Donc, il y a intérêt à connaître, comme vous l'avez dit, le droit du travail, les législations, les conventions collectives, parce que ce que vous avez négocié, ça ne sera pas exactement la même chose ailleurs. Donc, votre rôle local, il compte beaucoup. C'est pas juste une courroie de transmission d'un bonhomme qui dit quelque chose à Paris. C'est même tout à fait l'inverse, en fait. Donc, félicitations. Voilà. Eh bien, merci. Mais j'espère que j'aurai pu répondre et donner à d'autres personnes